Parfois, une seule décision fortuite change tout. En 2015, la curiosité d'un groupe de touristes a permis de révéler un crime resté caché pendant près de 7 ans. Cette histoire a commencé par une découverte sur le bord d'une route et s'est terminée par un double meurtre. Mi-juillet 2015. Plusieurs amis se rendaient à Adélaïde et ont décidé de s'arrêter près de la petite ville de Wangaratta, en Australie. Une pause routière ordinaire. Il fallait s'étirer, aller aux toilettes. Le lieu de stationnement semblait banal. Une aire poussiéreuse près de l'autoroute, quelques places de parking, des toilettes standards. En sortant de la voiture, les jeunes ont remarqué une valise abîmée, à l'écart du parking. Elle gisait à quelques mètres de l'asphalte, comme si elle avait été jetée à la hâte. Elle avait l'air d'être là depuis plus d'1 mois. Le tissu était décoloré par le soleil, les coins enfoncés. Au début, personne n'avait l'intention de fouiller dans les affaires d'autrui. Ils sont passés devant. Mais la curiosité a été la plus forte. À travers une déchirure dans le tissu, on apercevait des vêtements d'enfants. La couleur vive ressortait sur le fond de la valise décolorée. Quelqu'un du groupe a donné un coup de pied dans le sac. Pas fort, plutôt par curiosité. Et là, sous les chiffons, quelque chose de blanc est apparu. Lisse, dur. Ils ont regardé de plus près. Cela ressemblait à un os. Une pause. Des regards échangés. Est-ce vraiment un os humain? Ils n'étaient pas sûrs. Ils ont décidé que c'était juste une valise tombée d'une voiture, remplie de bric-à-brac étranges. Peut-être quelqu'un transportait-il des accessoires ou de vieilles choses à jeter. Personne n'a continué à fouiller. C'était trop effrayant. Les amis sont remontés en voiture et ont continué leur chemin. Mais l'idée ne les quittait pas. Kilomètre après kilomètre, la conversation revenait toujours à la valise. Et si c'était vraiment des restes humains? Et si quelqu'un était là? Finalement, l'une des jeunes femmes a tout de même appelé la police. Sa voix tremblait lorsqu'elle expliquait aux répartiteurs ce qu'ils avaient vu. Elle a parlé de la valise, de l'os, disant qu'ils n'étaient pas sûrs, mais qu'ils n'avaient pas pu passer sans rien faire. Quand les agents sont arrivés sur place, la valise a été retrouvée rapidement, exactement là où les touristes l'avaient décrite. Les policiers se sont approchés, se sont accroupis. Ils ont regardé à l'intérieur par la déchirure. À l'intérieur, un squelette d'enfant. La scène était macabre. Du ruban adhésif était resté sur le crâne, gris, vieux, mais toujours visible. À en juger par son emplacement, la bouche avait été scellée. Et par-dessus la tête, une couche, tirée de manière à donner l'impression qu'on essayait de cacher quelque chose, ou d'étouffer. Tout indiquait que l'on avait tenté de faire taire l'enfant. La police a décidé de ne pas divulguer la découverte pour le moment. Aucune déclaration à la presse. Le risque de panique, d'un afflux de faux appels, d'hystérie dans les communautés locales était trop élevé. Il fallait d'abord comprendre qui c'était. Ensuite seulement réfléchir à la manière d'informer la famille. Outre les os, des vêtements d'enfants se trouvaient dans la valise. Plusieurs robes, des t-shirts aux imprimés décolorés, des boxeurs pour hommes, un détail étrange parmi les vêtements d'enfants, et une couverture en patchwork cousue à la main, des points soignés, des carrés de tissu multicolores. De tels objets sont généralement offerts par des proches. Les grands-mères les cousent pour les anniversaires de leurs petites filles. On a également trouvé des cheveux clairs, de longues mèches emmêlées dans le tissu, au moins une piste. Ils ont commencé à vérifier tous les signalements d'enfants disparus dans la région. Les détectives ont consulté les archives des dernières années. Ils ont examiné les descriptions, les photographies, vérifié l'âge, la couleur des cheveux. Aucune correspondance. Les affaires ne portaient ni étiquette, ni inscription, ni nom. Rien qui puisse indiquer le propriétaire. Même les vieilles étiquettes du fabricant étaient effacées ou arrachées.
Il était même difficile de savoir combien de temps la valise était restée sur le bord de la route. 1 mois, 1 an, plus. Les experts médico-légaux ont installé un campement directement sur place. Des tentes, de l'équipement, des kilomètres de rubans de signalisation. Ils ont commencé à fouiller minutieusement la zone environnante, lentement, méthodiquement. Chaque pierre, chaque buisson. Le médecin légiste a confirmé quelques jours plus tard. C'était une petite fille, âge de 2 à 4 ans. D'après l'état des os, les restes pouvaient être là depuis plusieurs années. Peut-être 3, peut-être 5. Il était difficile de dire avec plus de précision. Il était étrange que personne ne l'ait signalé disparu pendant tout ce temps. Comme si la petite fille n'était désirée par personne, ou que ceux qui auraient pu la chercher ne savaient pas qu'elle avait disparu. Ils ont parlé aux équipes d'entretien routier, ceux qui entretenaient régulièrement cette section de l'autoroute. Peut-être que quelqu'un avait vu la valise auparavant, y avait prêté attention. Il s'est avéré que la dernière équipe avait travaillé ici 2 mois avant la découverte. Ils réparaient l'accotement, changeaient les panneaux. Personne n'avait vu la valise. Tous ont dit d'une seule voix, il n'y avait rien de suspect. Mais les habitants locaux disaient autre chose, ceux qui passaient par là tous les jours pour aller au travail ou en ville. Au cours des 2 dernières semaines, ils avaient remarqué un sac déchiré contenant des chiffons d'enfants. Il était posé à l'écart du parking, mais ils n'avaient pas vérifié, on ne sait jamais ce que les gens jettent. L'analyse a montré que la valise était bien là depuis longtemps. Simplement, elle n'avait pas été remarquée auparavant. Peut-être qu'elle était restée à l'écart, dans l'herbe ou les buissons. Puis des animaux l'avaient déplacée. Des chiens sauvages ou des renards, ils fouillent souvent les déchets au bord des routes. L'identité de l'enfant ne pouvait être établie. Chaque jour, il devenait plus évident que cela prendrait du temps. Les détectives d'Australie-Méridionale ont lancé l'une des plus grandes enquêtes de l'histoire de la région. Ils ont affecté tout un groupe d'enquêteurs. Des ressources supplémentaires ont été mobilisées. Wangaratta est un petit hameau agricole. Quelques dizaines de maisons, une école, un magasin, tout le monde se connaît. Les enquêteurs ont pris tout ce qu'ils avaient, les affaires de la petite fille, les données sur la couleur de ses cheveux, son âge approximatif. Ils ont fait le tour de chaque maison. Ils ont frappé aux portes, montré des photos des découvertes. La couverture, les robes, les t-shirts. Au cas où quelqu'un reconnaîtrait. Personne n'a reconnu. Les habitants secouaient la tête, regardaient avec compassion, mais ne pouvaient pas aider. Ils n'avaient jamais vu ces affaires. Une petite fille avec des cheveux aussi clairs n'avait pas vécu ici. Donc, l'enfant n'avait pas vécu ici, du moins pas ces dernières années. Ils ont élargi la zone. Ils ont commencé à fouiller les villes voisines. Les jardins d'enfants, peut-être que les éducateurs se souviendraient. Les hôpitaux, peut-être y avait-il des dossiers médicaux. Les écoles, les cliniques, les services sociaux. Ils ont dressé une immense liste d'enfants disparus dans toute la région, des centaines de noms au cours des 10 dernières années. Ils ont vérifié chaque cas. Ils ont comparé l'âge, la description, les circonstances de la disparition. Aucune correspondance. Ils ont essayé de retrouver l'origine des affaires. Peut-être y avait-il une marque rare qui permettrait de trouver un acheteur. Ils ont vérifié les étiquettes sur les vêtements, étudié les fabricants. Inutile. Les vêtements étaient des plus ordinaires, vendus dans des dizaines de magasins à travers le pays. Il restait une chose, la couverture faite main, un objet unique, des points soignés, un motif caractéristique de morceaux de tissu multicolores. Cela ressemblait à un cadeau d'une grand-mère à sa petite fille. Quelqu'un l'avait cousu avec amour, y avait passé du temps. Ils ont décidé de s'adresser aux médias. Une conférence de presse, des publications dans les journaux, des reportages à la télévision locale.
Ils ont montré une photo en gros plan de la couverture. Les affaires ont été étalées sur une table. La valise elle-même a également été photographiée. Des appels ont commencé à affluer. D'abord quelques-uns par jour, puis davantage. Les gens appelaient, partageaient des suppositions, se souvenaient de situations étranges. L'un des habitants locaux a raconté une histoire. Il y a longtemps, il ne se souvenait plus de la date exacte, il avait remarqué un homme sur le bas-côté, bien habillé, une valise à la main. Il marchait le long de l'autoroute, par une chaude journée. Cela paraissait étrange. Les gens se déplacent généralement en voiture. Mais il n'a pas pu donner de description de l'inconnu. Trop de temps s'était écoulé. Peut-être jeune, peut-être d'âge moyen. Il n'avait pas retenu son visage. La vérification des autres pistes n'a pas non plus mené à quoi que ce soit. Fausses alertes, coïncidences, suppositions. Les semaines se sont transformées en mois de recherches infructueuses. Les détectives travaillaient sans relâche, mais la petite fille restait sans nom. Les journalistes ont commencé à l'appeler « l'enfant de la valise ». Titres de journaux, reportages télévisés, ce nom était partout. Tout a changé début octobre 2015. Une journée de travail ordinaire au poste de police. Les téléphones sonnaient constamment. Il s'y était habitué à ce moment-là. Un autre appel est arrivé, le numéro 1267 dans la liste des pistes de l'affaire. Ce nombre montrait à quel point l'affaire semblait désespérée. Plus d'1 millier d'appels, mais c'est cet appel-là qui a tout bouleversé. Une femme a appelé, elle s'est présentée, Tania Weber. Sa voix était émue, mais ferme. Elle a dit qu'elle était amie de longue date avec une jeune mère, Carly Pierce Stevenson. C'était son nom. Carly avait grandi dans le nord de l'Australie. Elle avait une fille, Candalyse, un nom inhabituel, mémorable. Toutes deux avaient disparu il y a de nombreuses années, dans des circonstances étranges. On pensait que Carly avait simplement quitté sa famille et était partie avec son enfant. Cela arrive, de jeunes mères ne supportent pas, craquent, disparaissent. Quand Tania a vu la couverture et les vêtements aux nouvelles, elle les a immédiatement reconnus. Son cœur s'est comme arrêté. C'étaient les affaires de Candalyse. Elle se souvenait de cette couverture. Elle l'avait vue de nombreuses fois. Selon elle, les deux avaient disparu en 2008, 7 ans plus tôt. Depuis, pas le moindre signe de vie. Aucun appel, aucune lettre. Immédiatement après le reportage, Tanja a contacté le beau-père de Carly. Elle lui a montré les photos des nouvelles. L'homme a également reconnu les affaires. Il a hoché la tête en silence en voyant la couverture. Les détectives ont noté chaque mot. Enfin une piste. Carly Pierce Stevenson avait 20 ans au moment de sa disparition. Une mère célibataire d'Alice Springs, une petite ville au centre de l'Australie, au milieu du désert. Elle avait vécu toute sa vie avec sa mère Colleen. Son père les avait quittés avant la naissance de sa fille. Il avait appris la grossesse et avait disparu. Puis sa mère s'était remariée. Carly avait de bonnes relations avec son beau-père. Il avait remplacé son père. Elle n'avait pas connu son père biologique et ne l'avait pas cherché. La jeune femme était lumineuse, gentille, souriante, ouverte. Dès sa jeunesse, elle aspirait à l'indépendance. Elle ne voulait pas dépendre de ses parents. Lorsqu'elle est tombée enceinte à 19 ans, sa mère l'a soutenue. Elle ne l'a pas jugée, ne s'est pas détournée. Elle a aidé du mieux qu'elle a pu. Carly a repris le travail presque immédiatement après l'accouchement. Il fallait de l'argent, et sa mère gardait la petite. Elles s'en sortaient toutes les deux. Environ 1 an avant sa disparition, Carly a commencé à fréquenter un garçon. Personne ne se souvenait vraiment de son nom. Ils se sont installés ensemble assez rapidement. La famille a immédiatement remarqué que la jeune femme était devenue différente, distante, renfermée.
Elle les contactait moins souvent. Elle appelait de plus en plus rarement, répondait brièvement aux questions. Un mois avant sa disparition, elle a annoncé qu'elle rompait avec son petit ami. Elle l'a dit brusquement, sans donner de détails. Elle n'a pas expliqué les raisons. Et puis, elle a annoncé une nouvelle. Elle voulait quitter Alice Springs, partir en voyage à travers le pays, montrer l'Australie à sa fille, l'océan, les villes, les forêts, tout ce qui se trouvait en dehors de cette ville désertique. La décision était impulsive, mais pour Carly, éprise de liberté, c'était dans sa nature. Elle avait toujours rêvé de voyager. Personne ne s'est douté de rien. Ils ont été un peu surpris, mais l'ont soutenue. Juste avant son départ, elle a dit qu'elle ne voyagerait pas seule, avec un homme nommé Daniel Oldham. La famille ne savait rien de lui, le nom ne leur disait rien. La mère s'est immédiatement inquiétée. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi sa fille n'avait-elle parlé de lui auparavant? Peu de choses ont été découvertes. Qu'il avait 10 à 15 ans de plus que sa fille. Qu'ils étaient juste amis. Qu'ils s'étaient rencontrés récemment. La mère a insisté pour une rencontre. Elle voulait au moins voir la personne avec qui sa fille allait voyager. La rencontre a eu lieu et a immédiatement éveillé la méfiance. Daniel se comportait étrangement. Il ne regardait pas dans les yeux. Son regard était constamment détourné, vers le bas, évitant son interlocuteur. Il ne parlait presque pas. Il répondait aux questions par monosyllabes, à contre-cœur. Il se limitait à quelques mots. Il était d'une certaine manière distant, désagréable, même inquiétant. La mère tenta de dissuader sa fille de partir en voyage. Elle lui parla en privé. Elle expliqua que l'homme lui semblait étrange, qu'il valait mieux ne pas y aller. Carly était inflexible. Elle dit que tout irait bien, qu'ils étaient juste amis, que sa mère s'inquiétait trop. Alors la femme demanda autre chose, au moins de lui laisser sa petite fille. Que sa fille voyage si elle le voulait, mais pourquoi emmener l'enfant? Carly refusa également cela. Candace irait avec elle. Point final. En novembre 2008, Carly et Candace quittèrent Alice Springs. Un coffre plein, 2 valises, une poussette. La mère se tenait devant la maison et regardait la voiture s'éloigner. L'inquiétude ne la quittait pas. Au début, la jeune femme appelait tous les jours. Elle racontait où elles étaient, ce qu'elles avaient vu, comment allait la petite. Sa voix était enjouée, joyeuse. Puis les appels devinrent plus rares. 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, puis 1 semaine plus tard. Au final, seulement des messages courts. Tout va bien, nous continuons, j'écrirai plus tard. À Noël, le contact était presque rompu. Or, Carly adorait cette fête. Elle appelait toujours, venait si elle le pouvait, était la première à souhaiter les vœux. Elle ne le manquait jamais. La mère attendit un appel toute la journée. Son téléphone était constamment à portée de main, mais Carly n'appela pas. La femme était très inquiète. Elle partageait ses inquiétudes avec Tanya Weber. Elle disait qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, Carly envoya un SMS, un court message, mais elle ne demandait que de l'argent. Il fallait un virement, urgent. Depuis, elle ne contactait que lorsqu'elle demandait un nouveau virement, et toujours par texte seulement. Aucun appel vidéo, seulement des messages. Cela semblait étrange, mais l'alarme ne fut pas sonnée à ce moment-là. Ils se dirent, peut-être qu'elle n'avait simplement pas le temps d'appeler, le voyage, les routes, l'enfant. En entendant cette histoire, les détectives se concentrèrent d'abord non pas sur Carly, mais sur la confirmation de l'identité de la fillette. C'était la priorité. Tanya Weber aida. Quelques jours plus tard, elle se rendit au commissariat. Elle apporta un dossier de photos. Les enquêteurs l'ouvrirent. Ils commencèrent à examiner les clichés un par un. Et voilà, une photographie de Candace dans les mêmes vêtements que ceux trouvés dans la valise. La même robe,
le même motif, infailliblement. Sur un autre cliché, la fillette était assise dans une poussette. La même couverture patchwork faite main était posée sur ses genoux. Les mêmes coutures, les mêmes couleurs. Selon Tania, la couverture avait été confectionnée par la grand-mère de Candalis. Colleen y avait passé plusieurs semaines. Elle l'avait offerte à sa petite-fille pour son premier anniversaire. À partir de la brosse à dents de la fillette, conservée par sa grand-mère, un profil ADN fut établi. L'échantillon fut envoyé au laboratoire. On le compara avec les matériaux de la valise. Correspondance à 100%. Les policiers confirmèrent définitivement. Il s'agissait de Candalis Pierce, âgée de 2 ans. Il semblait étrange que la mère et la fille ne soient portées disparues nulle part. Comment peut-on perdre 2 personnes et que personne ne les cherche? Mais une vérification plus approfondie révéla, en 2009, la mère, Colleen, s'était adressée à la police. Elle avait déposé une déclaration de disparition pour sa fille et sa petite-fille. Mais peu de temps après, elle l'avait retirée. Elle avait dit que sa fille l'avait contactée, que tout allait bien. Le plus curieux, malgré la disparition, l'activité numérique de Carly et Candalis continua pendant des années. Des messages au nom de Carly, des transactions avec sa carte, des retraits d'argent à différents distributeurs. Tout s'arrêta seulement après la mort de la mère de Carly, Colleen, comme si celui qui utilisait ces données avait perdu l'intérêt ou la possibilité. Il fallait maintenant retrouver Carly elle-même. On ne savait pas si elle était vivante ou si elle avait subi le même sort que sa fille. Presque 5 ans avant la découverte de la valise, en août 2010, un groupe de cyclistes explorait la forêt de Belanglo. C'est une zone isolée en Nouvelle-Galles du Sud. Des fourrés épais, des sentiers difficiles d'accès, un lieu à la sombre réputation. C'est là que dans les années 80 et 90, le tueur en série Ivan Mila laissait les corps de ses victimes. De jeunes voyageurs, des autostoppeurs, 7 victimes au total. Il fut arrêté en 1994, mais la forêt conserve depuis une atmosphère pesante. Le groupe de cyclistes s'égara dans les fourrés denses. Ils quittèrent le sentier, tentèrent de couper à travers. Ils zigzaguaient entre les arbres, essayant de sortir. Leur attention fut attirée par un os, blanc, long, il gisait dans l'herbe. Ils s'arrêtèrent, regardèrent de plus près, pensèrent un animal, un kangourou ou un chien sauvage, il y en avait plein dans la forêt. Mais la sinistre réputation de Belanglo les fit douter. Et si c'était humain? Ils en discutèrent entre eux. Décidèrent, non, c'était certainement un animal, juste une coïncidence. Ils se convainquirent que c'était un kangourou mort et partirent. Mais l'idée ne les quittait pas. Quelques heures plus tard, après avoir terminé l'exploration d'autres parties de la forêt, ils retournèrent au même endroit. Ils décidèrent de vérifier à nouveau, pour leur propre tranquillité d'esprit. À quelques mètres du premier os, ils trouvèrent un crâne humain. Il gisait dans la litière de feuilles, partiellement enfoui dans la terre. Il n'y avait plus de doute. Ils appelèrent immédiatement la police, expliquèrent où ils se trouvaient et ce qu'ils avaient trouvé. Mais comme de faux signaux provenaient constamment de Belanglo, des touristes paniquaient, prenaient des bâtons et des pierres pour des os, les détectives demandèrent de photographier d'abord la découverte, pour s'assurer que ce n'était pas une blague. Les cyclistes durent retourner sur place. Ils sortirent leur téléphone, prirent une photo du crâne, l'envoyèrent à la police. Quand les enquêteurs reçurent la photo et furent convaincus qu'il s'agissait bien d'un crâne humain, ils se rendirent sur les lieux. La zone fut entièrement bouclée. Ils firent appel à des criminalistes, des médecins légistes, commencèrent à fouiller méthodiquement la forêt alentour. Ils découvrirent un squelette presque complet,
Les os étaient dispersés, mais la majeure partie fut rassemblée. C'était une femme, décédée dans des circonstances extrêmement violentes. Blessures multiples, fractures du sternum, des côtes, de la colonne vertébrale. Tout indiquait une attaque sérieuse et intentionnelle, pas une bagarre accidentelle, une attaque précisément avec l'intention de tuer. La cage thoracique fut écrasée, à en juger par la nature des blessures, avec un objet lourd, ou avec les pieds. Quelqu'un avait marché dessus, appuyé de tout son poids, brisé les os. Les os étaient dispersés sur une grande surface, sur une vingtaine de mètres aux alentours. Il était évident qu'ils étaient restés là de nombreuses années. Les animaux sauvages avaient dispersé les restes. La nature avait fait son œuvre. Les policiers cherchaient le moindre indice pour l'identification. Ils continuaient de penser que c'était l'une des victimes d'Ivan Mila, peut-être celle qu'ils n'avaient pas trouvée auparavant. Ils réussirent à trouver plusieurs objets. Un t-shirt, délavé, déchiré, mais encore reconnaissable. Une boucle dorée en argent dans l'herbe non loin de là. Une chaussette blanche coincée entre les racines d'un arbre. Les tentatives d'identifier la victime rappelaient l'enquête avec la valise. Les mêmes méthodes, les mêmes impasses, les mêmes échecs. La seule chose qu'ils réussirent à établir, le t-shirt avait été vendu en Australie entre 2003 et 2006. Un modèle spécifique, une période de production limitée. Cela exclut Mila des suspects. Il avait été arrêté dès 1994. En 2003, il était déjà en prison. Près d'un an de recherches infructueuses s'était écoulé. Les détectives de Nouvelle-Galles du Sud avaient vérifié toutes les pistes possibles. Rien. Alors, ils décidèrent de faire appel à une anthropologue et archéologue renommée. La femme était spécialisée dans la reconstruction faciale à partir de crânes. Auparavant, les forces de l'ordre ne la sollicitaient presque jamais. Trop cher, trop long. Mais maintenant, elle semblait être le dernier espoir. On lui remit le crâne. La femme travailla plusieurs semaines. Elle mesura, analysa, reconstitua les tissus mous sur papier et dans un modèle informatique. Un portrait en résultat. Une jeune femme, cheveux clairs, visage rond, âge estimé environ 20 ans. Le portrait fut diffusé dans tout le pays. Journaux, télévision, Internet. On le montra aux informations, le publia sur des sites web. On demanda à tous ceux qui pourraient l'identifier de se manifester. Personne ne répondit. À ce moment-là, ils avaient seulement établi l'heure approximative du décès. En 2009, un brûlage dirigé de la forêt avait été effectué ici. Une incinération planifiée de la végétation sèche pour prévenir les incendies. Il y avait des traces de feu sur les eaux, des zones brûlées, des surfaces noircies par la suie. Cela signifiait que les restes gisaient déjà là pendant le brûlage. Cela réduisit la fourchette. La jeune femme avait disparu entre 2003 et 2009, 6 ans, encore une fenêtre trop large. Mais pendant 5 ans, la victime resta non identifiée. Les détectives continuaient de travailler sur l'affaire, mais il n'y avait aucune piste. Les médias la surnommèrent l'ange de Belinglo. Sur le t-shirt trouvé près du corps, le mot « Angel » était écrit. Il n'y avait pas de nom, alors ils en inventèrent un. Les criminalistes réussirent à extraire un profil ADN complet des os. Bonne conservation, matériaux de qualité. Pendant 5 ans, il fut régulièrement comparé aux bases de données nationales et internationales de personnes disparues. Une nouvelle vérification chaque mois. Sans résultat. Quand l'identité de Carly fut établie, les enquêteurs se souvinrent de l'ange de Belanglo. L'une des détectives qui travaillait sur les 2 affaires remarqua une coïncidence. Une jeune mère avait disparu avec son enfant. Des restes d'enfants avaient été trouvés. Des restes d'une jeune femme avaient été trouvés. La probabilité d'une correspondance semblait minime. 2 victimes, retrouvées à près de 1000 km l'une de l'autre. Des circonstances différentes, des lieux différents.
mais ils décidèrent de vérifier, juste au cas où. Ils demandèrent le profil ADN de l'ange de Belanglo, le comparèrent avec ceux des proches de Carly Pierce Stevenson. Correspondance. Les détectives échangèrent un regard. C'était elle. C'était Carly. Ils contactèrent de nouveau Tanya Weber, lui demandèrent de venir, posèrent de nouvelles questions sur ce voyage, sur les dernières conversations avec son ami. La femme raconta des détails qui auparavant semblaient insignifiants. Une semaine après le début du voyage, Carly l'appela. Sa voix était étrange, tendue, bouleversée. Elle dit qu'elle regrettait beaucoup, qu'elle avait commis une énorme erreur en partant pour ce voyage. Elle voulait rentrer à la maison immédiatement, mais elle n'expliquait pas pourquoi. Tanya demandait qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui n'allait pas. Carly évitait de répondre. Elle disait « Je raconterai plus tard, quand je serai de retour ». Et puis, soudainement, elle cessa de donner signe de vie. Elle cessa de répondre aux appels. La communication se limita à des messages textuels, des phrases courtes et sèches. Pendant un certain temps, la mère recevait des photos de sa fille et de sa petite-fille. Elles étaient envoyées par SMS. Sur les clichés, elle semblait heureuse, en bonne santé. Elle souriait, Candalis dans sa poussette, Carly à côté. En septembre 2009, cela aussi cessa. La dernière photo était arrivée fin août. Ensuite, seulement du texte. La femme s'inquiétait. Elle pensait que sa fille prenait délibérément ses distances. Peut-être était-elle offensée par quelque chose. Peut-être voulait-elle montrer son indépendance. C'est alors que Colleen a signalé la disparition à la police. Elle s'est rendue au poste, a rempli les formulaires, a raconté les circonstances. Mais quelques jours plus tard, elle a reçu un SMS de Carly. Sa fille écrivait que tout allait bien, juste une mauvaise connexion sur la route. Elles arriveraient bientôt. La femme a retiré sa plainte. Elle a décidé qu'elle avait paniqué pour rien. Selon les détectives, à ce moment-là, Carly et Candalis étaient déjà mortes depuis plusieurs mois. Pendant ce voyage, Carly a été arrêtée 2 fois par la police. Enregistrée dans la base de données. Le 8 novembre 2008, sur une autoroute près de Coober-Pedy, excès de vitesse, une amende lui a été infligée. Puis une autre fois, début décembre 2008, dans la banlieue de Canberra, infraction de changement de voie, un avertissement verbal. Les 2 arrêts sont documentés. Carly était au volant. Ce sont les dernières confirmations officielles qu'elle était en vie. On suppose que le meurtre de Carly a eu lieu le 15 décembre 2008, en jugé par les données téléphoniques et les témoignages. La fillette a été tuée au cours du mois suivant. La date exacte est inconnue, mais entre le 15 décembre et la mi-janvier. Mais entre 2009 et 2012, quelqu'un a continué à utiliser le téléphone de Carly, ses cartes bancaires, et même à percevoir des allocations de l'État en son nom. Quelqu'un utilisait l'identité de la défunte pendant des années, dans un but lucratif. Les détectives ont examiné les relevés financiers. Ils ont demandé des relevés bancaires et des données de transaction. Ils ont établi qu'entre fin 2008 et 2012, plus de 90 000 $ avaient été retirés du compte de Carly, progressivement, par petites sommes, par 500, par 700, régulièrement. Pendant tout ce temps, la mère, Colleen, transférait de l'argent à sa fille, environ 500 $ à chaque fois, une fois par mois, parfois plus souvent. Elle espérait que sa fille voyageait simplement, qu'elle avait besoin de fonds et qu'elle reviendrait bientôt à la maison. Plus les détectives suivaient l'activité après le départ d'Alice Springs, plus un nom revenait fréquemment, Danielle Oldham. Des retraits d'argent dans les villes où Danielle se trouvait selon les registres. Des messages envoyés à des moments où le téléphone de Carly était à proximité de celui de Danielle. Il s'est avéré qu'au moment de sa rencontre avec Carly,
Il avait déjà un lourd passé, violence contre les femmes, coups, menaces, harcèlement. Il y avait même eu des plaintes pour agression sexuelle sur enfants, plusieurs cas. L'affaire n'a pas été portée devant les tribunaux. Les témoins se rétractaient, disparaissaient ou se taisaient. Daniel était bien connu de la police, de nombreuses condamnations, drogue, agression, vol. En purgeant ses peines de prison, il avait acquis une réputation, un agresseur, cruel, calculateur, un type très secret. Il ne parlait pas à ses codétenus, se tenait à l'écart. Daniel lui-même n'a pas pu être retrouvé rapidement. Il avait disparu des radars. Il ne contactait pas ses proches, n'apparaissait pas aux anciennes adresses. Mais ils ont retrouvé son cousin. L'homme vivait dans une petite ville, travaillait dans une ferme. Les détectives sont allés le voir. Ils lui ont posé des questions sur Daniel, sur ce voyage de 2008. L'homme se souvenait, il a raconté volontiers. Carly, Candalis et Daniel étaient effectivement venus chez lui. Ils étaient restés quelques jours. Ils avaient l'air d'un couple. Carly semblait calme, souriait, jouait avec sa fille. Mais un conflit avait éclaté, apparemment à cause d'argent. Le cousin les avait entendus à travers le mur. Daniel parlait fort, de manière exigeante. Carly s'y opposait doucement, mais fermement. Daniel estimait que sa compagne devait payer ses dépenses de voyage, essence, nourriture, motel. Mais elle s'y opposait, elle disait qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'avait pas d'argent. Après le conflit, au milieu de la nuit, Daniel a déclaré qu'il partait faire un tour, pour se calmer, prendre l'air, une discussion en plein air. Il a pris les clés de la voiture. Carly est sortie juste après, en silence. Il n'est revenu que quelques heures plus tard. Il faisait déjà jour, sans Carly. Le cousin a demandé « Où est-elle » Daniel a répondu calmement, sans émotion. Selon lui, pendant le trajet, elle avait demandé à être déposée devant un hôtel, un motel routier. Elle avait dit qu'elle partait, qu'elle rentrait chez elle, qu'elle voulait être seule. Il avait l'intention de prendre Candalis, de l'emmener chez sa grand-mère à Alice Springs et de continuer son voyage. Ce qui était étrange, c'était autre chose. Il avait demandé à son cousin de l'aider à vendre la voiture de Carly. Il avait déclaré l'avoir reçue en paiement du voyage, qu'il s'était mis d'accord, la voiture au lieu de l'argent. Le cousin avait trouvé cela étrange, mais il n'avait pas cherché à en savoir plus. Qui sait quels arrangements ils avaient. Il avait aidé à publier une annonce de vente. Un acheteur avait été trouvé quelques jours plus tard. Le cousin vivait à seulement 2 heures de route de la forêt de Belanglo, le même endroit où les restes de Carly ont été retrouvés. Apparemment, après cette rencontre, personne n'avait revu Carly ni la fillette vivante. C'était la dernière fois. Toutes les circonstances désignaient Daniel comme le principal suspect. Ils ont décidé de vérifier les données des téléphones portables. Ils ont demandé aux opérateurs des informations complètes pour les années 2008-2012. Les enregistrements ont révélé des faits intéressants. Même après que Daniel ait prétendument déposé Carly à l'hôtel, son téléphone portable a continué de fonctionner. Et il était toujours à côté du téléphone de Daniel. Les mêmes pylônes, les mêmes villes, des déplacements simultanés. Ils ont découvert des enregistrements vidéo des caméras de surveillance, stations-service, parking, magasins. Sur les enregistrements, Daniel était seul. Mais le téléphone de Carly était localisé près de lui, dans sa poche ou dans un sac. Il voulait maintenant prouver qu'il retirait de l'argent de son compte. Il fallait des témoins, des enregistrements vidéo des banques.
Et c'est alors qu'une femme est soudainement apparue à l'horizon. Comme il a été révélé plus tard, c'est elle qui se faisait passer pour Carly dans la vie réelle. Elle se rendait dans les banques, communiquait avec le personnel. Elle présentait les documents de Carly. Elle remplissait des formulaires auprès des services sociaux lorsque des allocations étaient requises. Les détectives l'ont identifiée grâce aux enregistrements vidéo et aux témoignages. L'analyse des relevés téléphoniques a révélé un autre détail. Le jour de la disparition de Carly, le 14 décembre 2008, Daniel s'était dirigé vers la forêt de Belanglo. Les données des pylônes confirmaient l'itinéraire. Il y avait passé plusieurs heures. Puis, il était revenu. On ne savait pas ce qui était arrivé à Candalis, quand exactement elle était morte, et comment elle s'était retrouvée à près de 1000 kilomètres du lieu de décès de sa mère. Les détectives se sont concentrés sur la recherche de la femme qui se faisait passer pour la victime. Elle a été identifiée assez rapidement. Hazel Pasma, plus de 30 ans, en fauteuil roulant. Il s'est avéré que Hazel sortait avec Daniel avant le voyage avec Carly, plusieurs années avant la disparition. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans un bar. Ils avaient commencé à se fréquenter. Lui aussi lui avait proposé un voyage à travers l'Australie, la romance des routes, la liberté. Elle avait accepté. Elle avait pris ses 3 enfants. 2 étaient d'un autre homme, mais Daniel affirmait que le 3e était le sien, bien que cela ait soulevé des doutes. Le voyage s'était déroulé sans encombre, plusieurs mois à travers le pays, l'océan, les montagnes, les déserts. Finalement, ils avaient décidé de s'installer à Alice Springs. La femme voulait trouver un emploi stable, elle était fatiguée des routes. C'est là qu'ils avaient rencontré Carly, dans un bar local. Ils avaient interagi plusieurs fois. Daniel était étroitement lié au monde criminel. Il vendait des substances illicites, méthamphétamine, héroïne. Plusieurs fois par mois, il effectuait de longs trajets vers Adélaïde. 15 heures, l'aller simple. Il y récupérait d'importantes quantités de drogue, les cachait dans la voiture, les ramenait à Alice Springs, puis les vendait. Lors de l'un de ses voyages en 2008, il avait emmené Hazel et les 3 enfants. Il avait décidé de combiner affaires et voyage. Pendant le voyage de nuit, un accident s'est produit. Daniel conduisait vite, enfreignait les règles. Il avait tenté d'éviter une collision avec un kangourou. L'animal avait surgi sur la route. Il a viré brusquement sur le bas-côté. La voiture s'est renversée plusieurs fois. Elle a quitté la route, a dévalé la pente. Les 2 enfants aînés de Hazel avaient été éjectés du véhicule. Ils sont morts sur le coup. Il n'y avait pas de ceinture. Hazel elle-même avait subi de terribles blessures. Elle avait perdu une jambe. Une lésion de la colonne vertébrale, elle était restée partiellement paralysée. Un fauteuil roulant à vie. Pendant qu'elle se rétablissait à l'hôpital, Daniel était venu la voir. Une seule fois. Il avait apporté des fleurs, s'était excusé formellement. Et le lendemain, il était revenu, mais cette fois avec Carly et Candalis. Il les avait présentés, disant que c'étaient ses amis. Juste un jour après cette visite, à la mi-décembre 2008, Daniel était parti en voyage avec sa nouvelle amie. Il avait abandonné la femme blessée, dévastée par le chagrin, ayant perdu 2 enfants, clouée à un fauteuil roulant. Hazel se sentait trahie, utilisée et jetée. Elle l'avait poursuivi en justice, exigeant des dommages et intérêts pour l'accident, pour sa vie brisée. Tout cela se passait en décembre. Lorsqu'elle lui avait fait part de la plainte, Daniel avait soudainement déclaré qu'il avait fait une grosse erreur, qu'il s'ennuyait, qu'il allait revenir la voir pour Noël. Il était effectivement venu, avec des cadeaux, des sourires, des excuses. Quelques jours après le meurtre de Carly. Lorsque les détectives ont contacté Hazel et l'ont informée de la mort de Carly et Candalis, elle a d'abord tout nié. Elle disait qu'elle ne savait rien, qu'elle ne voyait plus Daniel depuis environ 3 ans,
qu'ils s'étaient définitivement séparés. Sous la pression, elle a commencé à avouer, lentement, par fragments. Oui, elle avait aidé son ex-petite amie à accéder au compte de Carly. Elle lui avait dit comment contourner la sécurité, quels documents étaient nécessaires. Oui, elle avait envoyé des messages aux proches de la victime. Elle s'était fait passer pour Carly dans les correspondances, écrivant en son nom. Mais elle insistait. Elle ne connaissait pas le sort de Carly et de sa fille. Elle pensait que Daniel avait simplement volé les cartes, une escroquerie ordinaire. La situation a changé lorsque les détectives l'ont menacée d'une peine pour fraude, complicité, une longue peine. Hazel a craqué. Elle a raconté l'histoire. Sa voix tremblait, ses mains étaient secouées. J'ai pris le téléphone de mon petit ami par hasard. Je voulais regarder l'heure. J'ai vu un message non lu. Je l'ai ouvert par curiosité. Et là, une image. Une femme morte sur la litière forestière, les yeux ouverts, le visage déformé, la poitrine enfoncée, du sang sur les vêtements. Hazel fut sidérée. Elle ne put respirer pendant plusieurs secondes. Elle a provoqué une conversation franche avec Daniel. Elle lui a montré la photo. Elle a demandé « Qui est-ce » Son petit ami est resté silencieux au début. Puis, il a avoué qu'il avait tué Carly et Candace aussi. Il a raconté les détails, calmement, sans émotion, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Selon ses dires, il a tué Carly la nuit, après une dispute chez son cousin. Il l'a déposée dans la forêt. Là, il l'a attaquée. Il l'a battue jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Puis, il lui a écrasé la trachée avec son pied. Il a marché sur sa gorge. Il a maintenu la pression jusqu'à ce qu'il soit sûr. Il a marché sur sa cage thoracique. De tout son poids, il a brisé ses côtes. Il a entendu le craquement. Il n'a pas tué la fillette immédiatement. Il l'a laissée dans la voiture. Il a voyagé avec elle pendant plusieurs jours entre les villes. Il se faisait passer pour son père. Il s'arrêtait dans des motels, la nourrissait, la mettait au lit. Puis, dans l'un des motels, il lui a enveloppé le visage de rubans adhésifs, plusieurs couches. Il a scellé sa bouche, son nez. Il a mis une couche sur sa tête par-dessus, serrée, pour l'étouffer. La fillette a mis du temps à mourir. Elle se débattait, essayait de respirer. Il a maintenu. Quand elle a cessé de bouger, le criminel a caché le corps dans une serviette. Il l'a emballé dans l'une des valises qu'il utilisait pendant le voyage. À ce moment-là, il n'était pas loin de Wangaratta. Il roulait sur l'autoroute, cherchant un endroit. Il a vu un parking au bord de la route. Il s'est arrêté, est sorti, a regardé autour de lui. Personne aux alentours. Le silence. Il a sorti la valise du coffre, l'a emportée à l'écart des places de parking, dans l'herbe. Il l'a jetée et est parti. Après avoir appris tout cela, Hazel n'est pas allée à la police. Au contraire, elle est devenue une participante encore plus active. Elle a continué à se faire passer pour Carly. Elle allait dans les banques, retirait de l'argent, remplissait des documents aux services sociaux, recevait des allocations. La femme, avec son unique enfant survivant et Daniel, a continué à voyager. Il s'arrêtait dans différents motels, se déplaçait de ville en ville. Toute la compagnie vivait grâce aux allocations de Carly et au transfert de sa mère. L'argent d'autrui, l'argent d'une morte. Maintenant, Hazel l'affirmait, elle n'avait participé à tout cela que par peur, que Daniel s'en prendrait à elle aussi si elle refusait. Mais cela ne semblait pas crédible. Au cours des 3 dernières années, ils ne s'étaient même pas vus, ne s'étaient pas parlé. Ils vivaient dans des villes différentes. Pendant tout ce temps, elle aurait facilement pu se rendre à la police, tout raconter.
Mais elle ne l'a pas fait. Lorsque la communauté locale a appris les détails de l'affaire, les gens ont exigé que Hazel soit tenue responsable. Complicité, complice du tueur. Mais elle n'a fourni toutes les informations qu'en échange de clémence, un accord avec l'enquête, l'immunité de poursuite. Le plus précieux qu'elle a révélé, elle avait volé à Daniel une clé USB contenant des images de Carly morte. Elle l'avait gardée pendant plusieurs années, puis l'avait confiée à sa sœur pour la garde, par précaution. Les enquêteurs ont contacté la sœur de Hazel, ont obtenu la clé USB, l'ont connectée à l'ordinateur. Il y avait des photos, plusieurs dizaines, Carly dans la forêt, sur le sol, sous différents angles. C'est devenu la preuve principale contre Daniel Oldham, irréfutable. L'homme a été arrêté en octobre 2015, au petit matin. Le SWAT a défoncé la porte, a fait irruption à l'intérieur. Il n'a même pas résisté. Les accusations ont été portées. Double meurtre. Encore une longue liste de crimes. Fraude, vol d'identité, trafic de drogue. Jusqu'en 2018, l'affaire a traîné sans avancée majeure. Avocats, débats, reports. Mais près de 10 ans après les meurtres, au printemps 2018, il a plaidé coupable, soudainement. Lors d'une des audiences, il s'est simplement levé et a dit « coupable ». Cela lui a permis d'éviter un procès avec jury, un accord avec l'accusation, une reconnaissance de culpabilité en échange de l'absence de procès public. Les familles des victimes et le public étaient en rage. Ils exigeaient la peine de mort, une cruauté monstrueuse, le meurtre d'un enfant. Si ce n'est pas cela, alors pourquoi appliquer la peine capitale ? Mais la peine de mort avait été abolie en Australie dès 1985, la dernière exécution en 1967. Le tueur a été reconnu coupable, condamné à la peine maximale possible. 2 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, jamais, jusqu'à la fin de sa vie derrière les barreaux. Le mobile est resté un mystère. Daniel n'a pas expliqué. Il est resté silencieux face aux questions. Le procureur, dans son discours, a émis des hypothèses. Les meurtres auraient été commis pour le frisson, le pouvoir sur la vie et la mort, le contrôle. Plusieurs autres mobiles. Obtenir l'accès à la petite Candalis, pour qui il avait précédemment montré un intérêt sexuel. Des témoins ont confirmé un comportement étrange. Avantages financiers, allocation, transfert de la mère, 90 000 $ sur plusieurs années. En raison du mauvais état des restes de la fillette, la version du viol n'a pas pu être confirmée. Trop de temps s'était écoulé. Les enquêteurs pensaient Daniel Oldham aurait pu commettre beaucoup plus de crimes. Ils ont vérifié ses déplacements, cherché des liens avec d'autres disparus, mais rien n'a pu être prouvé. Daniel a révélé certains détails de son enfance. Peut-être essayait-il d'expliquer. Peut-être parlait-il simplement. Selon lui, son enfance avait été terrible. Son beau-père le battait régulièrement, à coups de poing, avec une ceinture, avec n'importe quoi. Il le laissait mourir de faim, l'enfermait dans une pièce pendant plusieurs jours sans nourriture. Il l'aspergeait d'eau bouillante en punition de petites fautes. Le garçon a essayé de s'échapper plusieurs fois. Il s'enfuyait de la maison, se cachait chez des connaissances. Mais la police le ramenait à chaque fois, chez son beau-père. Dans ce contexte, il a commencé à prendre des drogues à l'âge de 11 ans, pour oublier, pour ne rien sentir. Plus tard, il a tenté de se suicider 3 fois. Surdose, veine coupée, pendaison. Ils l'ont sauvé à chaque fois. Cela ne justifiait rien, mais peut-être cela expliquait une partie du chemin vers ce qu'il est devenu. Malgré le triomphe de la justice, c'est une histoire tragique, sans vainqueur. La mère de Carly, Colleen, n'a pas vécu jusqu'à l'arrestation du tueur.
Elle est décédée en 2014. Elle n'a jamais su ce qui est arrivé à sa fille et à sa petite-fille. La grand-mère de Candalis est décédée avant que les restes ne soient retrouvés et identifiés. Toutes deux sont parties sans obtenir de réponse. Après tous ces événements, la couverture faite à la main, celle-là même trouvée dans la valise avec les ossements de l'enfant, a été remise à la famille Pierce, des parents éloignés. Carly et sa fille Candalis ont été enterrés ensemble, dans leur ville natale, Alice Springs, Australie. Une petite cérémonie, quelques dizaines de personnes, amis, parents éloignés, ceux qui se souvenaient. 2 tombes côte à côte, mère et fille, enfin réunies.